Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler du libre arbitre, du conditionnement et dans une moindre mesure de la prédestination. Parce que ces trois, euh, ces trois sujets sont liés en fait, hein. Donc comme la dernière fois, je vais juste laisser dérouler un peu ma pensée. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus, mais en fait c'est trop long, c'est trop complexe et je vais juste voilà, laisser les choses venir comme elles viennent et essayer d'être le plus concis et le plus clair possible. Donc déjà, euh, vous n'êtes pas sans savoir que on est conditionné, hein. Alors, le conditionnement le plus évident qu'on connaisse, c'est le conditionnement éducatif. Donc, on va naître dans une famille, on va recevoir une certaine éducation, des valeurs vont nous être inculquées ou pas. Euh, la société, hein, pareil, va aussi nous inculquer des valeurs. Souvent d'ailleurs les valeurs familiales correspondent plus ou moins, hein, aux valeurs de la civilisation dans laquelle on est. Et, et ces valeurs, évidemment, vont s'accompagner de tout un tas d'idéologies, de croyances, de, de comportements aussi qu'on va observer à l'extérieur et qui vont nous servir d'exemple, hein, donc pour notre construction, parce qu'un enfant, il, euh, il observe le monde, il observe les autres êtres humains et il est d'abord dans de l'imitation, bien souvent, hein. Euh, il peut être aussi dans une forme de rébellion, mais une rébellion est toujours le signe que l'enfant ressent une incohérence entre le discours, le cadre imposé et l'exemple, justement, hein. L'exemple, les émotions dégagées, euh, voilà, les comportements de manière générale. Donc, donc le conditionnement est primordial parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre de nous incarner, hein, et de nous incarner euh, non pas seulement dans le corps, euh, mais dans ce qui est mêlé au corps en quelque sorte, euh, la psyché, hein, l'âme, euh, et notamment le, la feuille fine qui lie l'âme à l'extérieur, l'ego, hein. Donc ça c'est la première chose. Ceci étant dit, donc le conditionnement, hein, donc l'exemple extérieur, toutes ces idéologies, toutes ces croyances, toutes ces valeurs euh, environnementales vont venir poser des repères, des cadres dans lesquels on va s'insérer, bon gré, mal gré, hein, parce que ça nous influencera dans tous les cas, parce qu'un enfant n'a pas la capacité à ne pas être influencé par ça, c'est impossible. Euh, et du coup, alors, on va prendre le deuxième conditionnement d'abord. Donc là, c'est le premier conditionnement, le conditionnement le plus évident que tout le monde connaît. Ok. Il y a un conditionnement plus subtil, euh, qui n'est pas prouvé, hein. Aujourd'hui, on a besoin de preuves apparemment. Donc, mais c'est le conditionnement de l'âme elle-même, hein, en tant que quelque sorte
de fragments de l'être, hein, de l'être avec un grand E, euh, donc dans sa spécificité. Hein. On est habité par certains déterminismes. Les âmes ne sont pas toutes faites pour expérimenter les mêmes choses. Il peut y avoir des grandes catégories d'âmes, hein, j'en ai parlé quand je parlais de la tradition, dans la précédente vidéo aussi sur l'égalité où je parlais justement de cette idée que il y a des grands types d'âmes, et puis ensuite de toute façon, vous voyez, c'est un peu, les choses vont en se fragmentant de plus en plus, hein, en s'élargissant, en se spécialisant, etc. au fur et à mesure de la descente de l'être dans la matière. Et dans ces déterminismes-là, il y a à la fois quelque chose qui relève de l'esprit, hein, donc une lumière en particulier qui va essayer en fait de prendre forme à travers cette âme, puis matière ensuite avec le corps. Mais c'est pas le seul déterminisme d'avant-naissance. Il y a aussi le côté transgénérationnel, hein, la mémoire des ancêtres voilà, dans nos gènes. Alors le gène, c'est l'expression physique et matérielle de cette chose-là, mais je pense que ça se situe à un autre niveau. Mais dans tous les cas, il y a un impact. On porte en nous des choses qui nous ont été transmises, hein, par toute notre lignée ancestrale. Alors, dans quelle mesure, je sais pas, mais voilà, c'est une réalité. Il y a tout un. Dans la tradition, on en parle. Il y a pas mal de livres sur le sujet. De gens qui expérimentent aussi des genres de réminiscences en fait, hein, de ces mémoires-là. Certains assimilent ça à des vies antérieures. Moi, je me positionne pas trop là-dessus. Je sais qu'on en parle beaucoup. Ça me pose question, mais philosophiquement et métaphysiquement parlant, je, je n'arrive pas à l'envisager. Il y a un manque de cohérence avec ce que dit généralement la métaphysique traditionnelle. Donc après, je vous laisse libre de votre croyance à ce sujet. Donc, globalement, il y a le conditionnement premier, en fait. Hein. Le conditionnement premier, c'est vraiment l'âme, dans la manière dont elle est tissée, finalement, dans le corps présent, va être un mélange à la fois de mémoire transgénérationnelle, peut-être de mémoire karmique en quelque sorte, hein, et d'une parcelle de l'esprit qui va venir justement essayer de prendre forme à travers cette image, enfin cette âme, hein, donc forme, l'âme, on est dans le stade de l'image, et qui va venir s'incarner ensuite dans la matière. Okay. Et ensuite, on a donc ce conditionnement environnemental, hein, ce qu'on peut appeler en termes scientifiques l'épigénétique, d'accord. Donc, comment l'environnement extérieur va influencer notre génétique et va nous façonner d'une certaine façon. Donc, du mariage de la génétique et de l'épigénétique, du mariage entre l'esprit et ou plutôt l'influx de l'esprit sur l'âme, qui est un maillage en quelque sorte de différentes choses, comme je l'expliquais, va naître un être particulier. Voilà. Donc, de tout ça, c'est de tout ça que nous sommes conditionnés. Hein, par tout ça. Donc, ceci étant dit,
en fait, on voit déjà que cette idée de libre arbitre, hein, euh, elle pose question parce qu'on se dit bon bah en fait le libre arbitre ce serait plus ça irait plus avec une idée que qu'au départ on est comme une feuille vierge en fait, hein, et puis que selon les circonstances, selon l'environnement, selon nos propres choix, on va plus ou moins prendre telle ou telle direction. Et là encore, même comme ça, il y a déjà une contradiction, c'est-à-dire que on sait bien que un enfant ne peut pas être rendu responsable de ses actes, de ses choix, parce qu'il n'a pas encore un certain discernement, une certaine maturité. Euh, il est sous la tutelle de ses parents et de l'environnement extérieur, et même il est même plus sous la tutelle de l'éducation nationale que de ses parents d'ailleurs. Donc finalement, même ici, même dans cet environnement, il y a un déterminisme. Il y a un déterminisme et il n'y a pas de libre arbitre réellement, en fait, hein, avant un certain stade. Et encore, même là, on va voir, je vais nuancer tout ça. Petite précision quand même, pour ceux que ça intéresse et qui sont ouverts à d'autres choses que la rationalité pure. Euh, Il y a par exemple l'astrologie, la numérologie, des sciences traditionnelles, entre guillemets, pas divinatoires, parce que c'est pas nécessairement le cas, mais disons, qui ont la capacité de justement de décrypter de manière symbolique un être particulier, euh, ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, dans quel domaine de sa vie il doit travailler, en fait, hein, faire un effort conscient, volontaire, ses blessures, etc., éventuelles. On a des indications sur son environnement familial, sur l'environnement général dans lequel il va grandir, les problèmes que ça va causer, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, alors, voilà, là encore, choisissez bien parce que, surtout en ce qui concerne l'astrologie, la numérologie, aujourd'hui c'est tout un bordel, c'est une grande confusion. Il y a beaucoup de voilà, hein, de toute façon toutes les sciences traditionnelles sont reprises et souvent déformées, perverties euh, par l'esprit moderne malade, euh, où tout est biaisé par des fantaisies égotiques, une psyché déstructurée, etc. quoi. Mais voilà, vous pouvez trouver des travaux sérieux chez des astrologues sérieux. Donc ceci étant dit, donc ce conditionnement, ça donne quoi concrètement? Concrètement, comment ça se joue en nous en fait? Euh, donc déjà, il y a plusieurs choses, hein. Vous savez, on est composé d'une sphère intellectuelle, mentale, sentimentale, émotionnelle, instinctive, animale, chtonienne, hein. Donc on a tous ces éléments en nous. Et globalement, 95% des gens, je dirais, fonctionnent sur un mode réactif. C'est-à-dire que euh, une situation va se présenter à l'extérieur, une situation particulière, elle va activer tel mécanisme en nous, tel automatisme, et on va y réagir. Ça, si vous vous connaissez un peu vous-même, vous le savez. Et globalement, en fait,
la plupart des gens fonctionneront toute leur vie de cette manière-là. C'est-à-dire que même quand il y a un choix à faire, hein, même quand il y a un choix à faire, finalement, c'est toujours le mécanisme le plus fort en nous-mêmes qui va dominer. C'est-à-dire, à aucun moment, la raison, hein, au sens le plus élevé du terme de la raison, au sens socratique, euh, va venir effectuer cette opération de ok, là je prends du recul, je m'observe, je... Non, la plupart des gens seront collés à eux-mêmes quasiment toute leur vie. Bien sûr, j'exagère peut-être un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont capables d'une certaine forme de recul. Mais ce recul même est une partie de leur conditionnement, hein. C'est-à-dire que je vais essayer d'illustrer ça par des exemples peut-être plus parlants. Euh, la foi en Dieu, par exemple. La foi en Dieu, euh, on ne choisit pas d'avoir la foi. Ça, c'est-à-dire, on peut choisir de croire, on ne peut pas choisir d'avoir la foi. Parce que c'est quelque chose qui survient, qui éclaire l'être dans son intégralité, et ça a une portée en fait qui dépasse notre volonté. Et c'est en plus quelque chose qui va venir bousculer, perturber, voire bouleverser toute notre structure psychique. Donc, c'est quelque chose qui la dépasse. Donc, donc elle ne peut pas être un produit de notre volonté, de notre conditionnement. Euh, pour prendre peut-être des exemples plus concrets, euh, on va choisir à un moment entre, je sais pas moi, on a une tentation de, je sais pas moi, de voler par exemple. Euh, et on va avoir une morale aussi qui nous dit, bon bah en fait c'est de la merde quoi. Tu vois, si je fais ça, putain, comment je me regarde dans la glace après? Eh bien, là il y a deux choix. Mais dans les deux cas, il y a un désir dont vous n'êtes pas maître. Hein, enfin, comment dire? C'est pas un désir que vous avez choisi, c'est cette tentation-là. C'est quelque chose qui survient en vous. Vous vous êtes pas dit consciemment, euh, c'est comment dire? Je veux voler en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que le désir, de manière générale d'ailleurs, est quelque chose qu'on ne choisit pas. Euh, quand il survient, j'entends. On peut choisir de le mettre en acte ou pas. Mais là, encore une fois, il y a d'un côté donc quelque chose qui ne vient pas de nous, un désir, et de l'autre côté, quelque chose qui relève de notre conditionnement, la morale, hein. Donc en fait, on va avoir le choix entre ces deux possibilités-là. Vous voyez? Donc globalement, c'est à cela que se limite notre libre arbitre humain. C'est-à-dire que en fait, c'est comme la démocratie. C'est-à-dire que vous avez le choix entre plusieurs candidats, mais c'est pas vous qui avez choisi les candidats. C'est pas vous qui les avez mis là. C'est un peu le même principe finalement. Euh, et globalement, si vous êtes attentif à vous-même et que vous prenez même du recul et que rétrospectivement vous vous analysez, vous allez voir qu'effectivement, quand vous faites des choix entre des choses qui vous sont données, des choses qui sont le fruit de votre configuration interne, hein, de, de, de tout un mélange entre des croyances, des idéologies qui sont en amont de ces croyances qui vont provoquer des émotions, euh, ou alors des émotions qui vont provenir de désirs plus profonds,
désirs qui peuvent être parfois une expression détournée euh, de désir d'absolu, hein, parce que finalement, je suis de cet avis que, que tout désir, pareil, passe par le prisme de l'ego, hein, on lui donne une couleur particulière, mais en fait, le désir là, c'est pas le désir de voler. Le désir, c'est un désir beaucoup plus vaste en fait, en réalité. C'est cette puissance-là, hein. Voilà, il y a des désirs en amont qui nous sont inconnus parce que ils sont colorés directement par notre conditionnement, hein, qui va leur donner une forme particulière. Pour reprendre cette idée de la foi en Dieu, parce que je trouve que c'est la plus parlante, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont la foi et d'autres qui ne l'ont pas? Pourtant, j'ai connu des gens comme ça, qui disaient oui, c'est sans doute la vérité, c'est sans doute... euh, c'était le père d'un pote qui parlait comme ça. Il disait ouais, par exemple, le Coran, la Bible, tout ça, c'est la vérité. Mais je peux pas y croire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans sa structure qui est façonné de telle manière à ce que cette foi ne peut pas survenir. Vous voyez, rationnellement, c'est parlant pour lui, mais il ne peut pas l'accueillir. Bon, au moins il a cette honnêteté-là. Euh, il y a, il y a une authenticité derrière. Mais c'est quand même curieux, finalement. C'est quand même curieux de se dire, si on est vraiment sur Terre pour être un pont entre Terre et ciel, hein, si on est réellement fait à l'image de Dieu, pourquoi est-ce que tous les êtres ne croient pas? Pourquoi est-ce que tous les êtres n'ont pas la foi? Et c'est là que vient cette idée de la prédestination. C'est qu'en fait, tous ceux qui ont la foi ou qui ont eu la foi vous diront que c'est survenu, qu'ils ne l'ont pas choisi. Alors là, on n'est que dans le domaine expérientiel, du témoignage, de l'empirisme, mais on va prendre un autre exemple. Des grandes épreuves dans votre vie, hein. Vous ne les avez pas choisies, elles sont survenues, d'accord? Elles sont survenues. Alors on peut adopter le postulat moderne fataliste, évidemment, hein, que bon bah voilà, c'est comme ça, c'est malheureux, c'est le hasard, bon, soit. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de s'en plaindre, hein. Sauf que bon, souvent ils s'en plaignent. Mais c'est quelque chose qui survient, c'est quelque chose qui vient bouleverser, parfois très violemment. Euh, et les épreuves, finalement, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent bousculer la structure de l'être, hein, bousculer sa structure psychique, euh, et souvent physique, avec aussi, bien sûr. Hein, le psychisme est collé au corps. Et là, il y a deux possibilités. Hein, il y a des gens qui, après de grandes épreuves, au lieu d'en tirer quelque chose et justement de faire en sorte que de cette ouverture, de cette brèche qui s'est faite en eux, hein, parce que ça crée une brèche, euh, au lieu de justement reconfigurer leur structure, leurs croyances, leurs idéologies, leurs émotions, etc., voilà, vraiment une remise en question profonde, au lieu de faire ça, ils vont fuir. Ils vont fuir, ils vont camoufler cette chose-là, ils vont essayer de colmater cette brèche pour conserver leur ancienne structure à laquelle ils se raccrochent parce que c'est
Ils ne peuvent pas supporter de voir leur illusion d'identité précédente être supprimée, être modifiée. Donc, ils sont dominés par leur peur à ce moment-là, hein. Ils sont dominés par leur peur et ils se raccrochent à cette image, à cette... car ils ne peuvent pas ce serait mourir pour eux, en fait, d'accepter cette revitalisation. C'est tout le paradoxe. Euh, Parce que pour eux, la vie, c'est l'image, c'est l'illusion qui se font d'eux-mêmes. C'est la coquille. Briser ça revient à les tuer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Et il y a un autre chemin à ça, à certaines personnes qui vont en tirer quelque chose. Alors, je vais quand même finir. C'est que ils vont couvrir, mais le truc, c'est que cette brèche, elle ne pourra jamais être totalement colmatée. Ça ne pourra pas revenir exactement comme avant. Donc, au lieu d'avoir un pan de mur euh, à peu près intact comme avant, ils vont foutre tout un tas de merde pour colmater le truc, ils vont le renforcer comme des malades à l'excès, justement pour plus que quelque chose survienne dans cette brèche et menace la structure. Menace selon leur propre point de vue, finalement, hein. Donc ils vont se rigidifier, encore plus qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas accepté d'être traversés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui les dépasse, euh, et qu'il leur proposait un mouvement, une remise en question, une plongée interne, hein, une, une réelle confrontation à la souffrance, vous voyez. Euh, voilà, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui de la personne qui justement, bon bah tant bien que mal, va arriver par rapport à cette épreuve à, justement va en accepter, hein, les l'intention, si on peut dire ça comme ça, va en accepter la portée, la puissance sur eux-mêmes, et du coup va laisser sa configuration être changée tout en étant plus ou moins conscient, après selon les personnes, de ce qui se joue, va plus ou moins mettre en action sa volonté, hein, pour justement laisser faire le travail en se donnant toujours l'illusion de le faire. C'est vrai dans un certain sens, c'est-à-dire que on peut faciliter le chemin de la lumière qui vient à travers cette brèche-là, hein, cette blessure. Euh, on peut faciliter son chemin, hein, et accompagner son travail de reconstruction. L'image que j'aime bien prendre, c'est que c'est comme si notre psychisme, c'est comme un jardin japonais, en fait. C'est-à-dire que le but de l'être humain, euh, en tout cas la portée de la volonté humaine avec un petit v, est de justement sans cesse reconfigurer son jardin de telle manière à laisser venir ce qui le dépasse, à laisser venir la lumière qui va l'éclairer, qui va passer par les zones d'espace qu'on laisse, hein. Les jardins japonais, il y a beaucoup d'espace. Il y a des formes très sculptées, travaillées, polissées. Il y a aussi beaucoup d'espace, hein. Le vide est important. Euh, Parce que c'est par ce vide que la lumière passe. Et, et la qualité de cette lumière
sera adapté aux formes présentes du jardin, hein, à, à la, à la forme du réceptacle, hein. Donc, et c'est toujours une reconfiguration permanente, hein, une perpétuelle évolution comme ça. Euh, je trouve que c'est une belle image. Euh, J'aime bien. Puis les jardins japonais, c'est magnifique. Euh, voilà un petit peu mon idée sur cette idée de libre arbitre, de conditionnement, de prédestination. J'ai pas trop développé parce que c'est un sujet quand même très complexe et puis je veux plus s'ouvrir que fermer sur ce sujet-là parce que c'est euh, même pour moi en fait, enfin, c'est quelque chose de très mystérieux, hein. Et voilà, l'idée c'est vraiment en fait, nous c'est de l'ego avec notre ego, c'est de configurer notre psyché de telle manière euh, à ce qu'il y ait plus de place, plus de souplesse, plus d'ouverture. Euh, des fois plus de rigueur aussi, des fois plus de concentration, hein, à l'opposé de la dispersion qu'il peut y avoir dans l'ouverture. Euh, il y a des fois besoin une concentration synthétique, hein. Pas une focalisation spécifique nécessairement, mais il peut y avoir tout un tas de choses dans ce jardin comme ça qui a besoin de mettre en place, hein, selon notre nature, selon là où on en est, euh, justement bah, pour laisser... et puis c'est selon moi à ça que se limite notre libre arbitre en fait, hein. Et sachant que euh, tout comme tout comme dans la science, etc., on ne crée rien, on fabrique, on reconfigure à partir de quelque chose qui est déjà créé, hein, de matière préexistante. On fait pareil avec notre psyché et avec notre conditionnement de manière générale. C'est qu'il n'y a rien qui vient du néant, une pensée. Une pensée, c'est le fruit de votre psyché. Et vous n'avez pas décidé d'aller chercher une pensée. Vous voyez, c'est quelque chose qui survient. C'est là qu'on voit encore que on est principalement des spectateurs de quelque chose qui nous dépasse et on va venir, euh, selon toute une configuration, on va venir piocher comme ça. Mais ce qui nous survient dépend aussi de cette configuration. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une illumination, je sais pas moi, par exemple, quand on est avide de pouvoir, à écraser les autres, etc. Bon, bah, un mec comme ça, il peut pas avoir une illumination. En fait, sa psyché n'est pas apte à recevoir ça. Il mourrait sur le champ. Vous voyez, enfin c'est donc donc c'est là aussi, c'est que les fruits qui surviennent de notre conditionnement, de notre âme, de tout ce que j'ai expliqué depuis le début, euh, vont donner vont être les portes d'entrée de possibilités qui vont survenir. Et ces possibilités-là, euh, souvent sont très restreintes, hein. C'est pour ça qu'on est principalement sur un mode réactif au monde, hein. Une pensée, on va avoir une émotion qui réagit inversement, un désir pareil, un comportement qui va survenir. Vous voyez, tout ça c'est très mécanique, hein. C'est très mécanique, mais c'est très vivant en même temps. Et mais justement, plus on va élargir tout ça, plus la configuration sera souple, ouverte, accueillante, euh, plus il y aura de liberté quelque part, hein. Car plus on sera déconditionné. Et disons qu'on sera configuré d'une manière plus adaptée à ce que je disais au départ, à cet esprit-là, cette lumière archétypale
qui veut prendre forme à travers l'âme, l'âme qu'on est, et qui veut s'incarner dans la matière. Vous voyez? C'est... Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que plus on est acteur, plus on est spectateur. C'est-à-dire que plus on prend cette responsabilité de reconfigurer les choses en nous-mêmes, de manière adaptée, de manière saine, avec un désir sincère de vérité, de cohérence, ben, plus cette lumière va passer à travers nous, et plus on va être spectateur de choses souvent que l'on ne comprend pas. C'est-à-dire que nous, on va faire un acte comme ça, dans un tel but, dans une telle intention, avec notre petit mental, etc. Et, et derrière, en fait, l'ouverture que ça va laisser la place au divin d'œuvrer en nous par des moyens que l'on ne penserait jamais, hein, par des moyens justement comme ces choses qui surviennent, comme ces immenses souffrances, comme des, je sais pas moi, des fulgurances mystiques, tout un tas de choses, hein, qui vont survenir dans notre vie extérieure et intérieure, hein, car c'est jamais séparé, et, donc il y a comme ça une volonté, un travail, etc., qu'on effectue sur une toute petite portée, et derrière, on commence à observer, souvent après coup, qu'une œuvre bien plus grande, qui nous dépasse, par un pouvoir qui nous dépasse, euh, se met à l'œuvre, hein. Et ça me rappelle je crois que c'était un hadith islamique qui disait que quand tu fais un pas vers Dieu, il en fait 10 vers toi. Et pour moi, ça symbolise justement cette différence de portée, en fait, hein, de puissance entre notre petite volonté égotique, notre petite configuration, et puis justement, en fait, tout ce travail derrière que, que l'on laisse le divin faire, en fait, dans notre vie, en nous-mêmes. Et effectivement, on peut se dire, mais il y a des gens, ils seront toujours bloqués dans leur conditionnement. Et c'est là qu'on peut se dire qu'effectivement, il y a une prédestination. Mais moi, j'ai toujours cette petite voix qui me dit que ces gens-là ont peut-être eu à un moment cette brèche, hein, cette ouverture qui s'est faite, il y a quelque chose qui est rentré, mais ils l'ont rejeté. Je pense que c'est ça. Mais, et en même temps, de manière très expérientielle, empirique, quand j'observe les gens autour de moi, les gens que je connais, etc., je me dis que non, il y a des gens qui sont vraiment pas faits pour vivre ce genre de choses. Et finalement, de toute façon, le concept de destinée est très entendable métaphysiquement, parce que c'est là tout le paradoxe, et c'est là où c'est difficilement solvable. C'est que, en tout cas rationnellement parlant, c'est que euh, chaque être concourt, bon gré mal gré, consciemment inconsciemment, à un équilibre plus total. Et pourtant, si on en écoute la tradition, tous les êtres sont animés, euh, toute chose en fait, hein, est animée par l'essence divine, donc est nécessairement appelée à y retourner. C'est là tout le mystère, et c'est là où je me dis que des fois que la réincarnation, ça peut être quelque chose d'entendable. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une réincarnation au sens très basique du terme, d'une du de la psyché qui revient dans un corps, de la psyché telle qu'on l'a actuellement dans notre vie qui revient dans un corps. Euh,
mais qu'il y a quelque chose, hein, peut-être au niveau plus archétypal de cet être en particulier, qui justement, petit à petit, de vie en vie, va expérimenter différentes choses, euh, qui va venir éclairer différentes âmes, je sais pas. Enfin voilà, hein, je crois que j'apporte plus de questions que de réponses. Mais voilà un peu tout ce que je peux dire là-dessus. Euh, N'hésitez pas à commenter des réflexions, des questions, des critiques, des points de contradiction éventuellement. Voilà, moi ça me fait plaisir, ça m'aide. Parce que bon, je suis juste un penseur en fait, hein, rien de plus. Et voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.